Donc après avoir décrit le domaine expérimental qui résulte des constituants choisis et des contraintes associées aux variations des proportions des constituants, nous allons nous intéresser au maillage expérimental du domaine expérimental dans cette quatrième séquence qui va nous conduire à la construction de la matrice d'expérience au sein d'un domaine expérimental qui est un polyèdre convexe, comme nous l'avons vu. Cette matrice d'expérience doit nous permettre d'estimer de la meilleure façon possible bien les paramètres, les coefficients du modèle qui est ici un modèle polynomial de degré 2. Alors lorsque votre domaine expérimental est un polyèdre convexe, vous avez accès à plusieurs approches qui sont très liées au nombre de constituants que vous avez. Si vous avez 3, 4, 5, parfois 6 constituants, vous pouvez faire appel à une méthode de maillage empirique qui a été décrite en cours, qui a été décrite dans plusieurs autres études de cas et qui a été proposée par McLean et Anderson en 1966. Maintenant, si le nombre de constituants est plus important, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être un petit peu plus, eh bien, la méthode de maillage empirique va atteindre ses limites et il vous faudra faire appel à un critère de répartition algébrique à partir, par exemple, de déterminants de matrices d'information, de traces de matrices de dispersion ou de leviers, les termes diagonaux de la matrice H. Et naturellement, ces critères algébriques font appel à une puissance de calcul et il vous faudra un petit logiciel dédié. Alors ces logiciels fonctionnent bien jusqu'à une dizaine, une large dizaine de constituants. Par contre, si vous avez un nombre supérieur à 20, ce qui peut arriver, eh bien, il faut plutôt faire appel à des méthodes géométriques de maillage et on peut espérer que le XXIe siècle permettra de combler cette lacune méthodologique et d'offrir aux utilisateurs, grâce à des temps de calcul de plus en plus rapides, des méthodes un peu universelles de maillage des polyèdres convexes. Alors revenons ici à l'étude proposée par People et Shade dans la vitrification in situ de déchets nucléaires. Nous avons 3 constituants et donc on va faire appel à une méthode de maillage empirique qui est basée sur du grand bon sens comme vous allez le voir. Alors la méthode de maillage empirique consiste, après avoir dénombré le nombre de sommets, eh bien il va falloir calculer leurs coordonnées. Faites bien la distinction dans ce que nous avons fait précédemment, soit en faisant un dessin, soit en utilisant les formules proposées par Crozier, nous avons dénombré le nombre de sommets 4. Et bien maintenant, il va falloir calculer les coordonnées de ces sommets. Nous avions dénombré le nombre d'arêtes 4, il faudra calculer les coordonnées des milieux d'arêtes, calculer les coordonnées du centre du domaine et peut-être que pour compléter ce maillage, nous rajouterons des points internes. On pourra visualiser immédiatement la conséquence de ce maillage empirique, puisque en présence de 3 constituants, nous avons une représentation plane du domaine, et on regardera si ce maillage est suffisant à l'œil pour couvrir le domaine expérimental. Vous voyez ici une approche qui est très similaire de celle proposée par Henri Scheffé en 1963, la méthode du simplex centroïde, qui consiste à faire le centre de tous les sous-espaces. Alors, d'un point de vue méthodologique, lorsqu'on veut explorer empiriquement un polyèdre convexe, on va dénombrer le nombre de sous-espaces, cela a été fait. On va calculer les coordonnées, et c'est l'objet de cette première partie de séquence, les coordonnées des centres de chacun des sous-espaces. On va sélectionner un sous-ensemble de mélange éventuellement. Pourquoi? Parce que ce nombre de sous-espaces et de centres de sous-espaces peut être très grand ou trop grand par rapport au nombre de paramètres à estimer d'une part, et puis on peut s'apercevoir qu'il y a des arêtes très petites. S'il y a des arêtes très courtes, pourquoi faire à la fois les sommets et le centre? Peut-être qu'un point suffit. Il peut y avoir des arêtes très longues, auquel cas il convient de densifier le maillage, et c'est pour ça qu'on peut proposer de rajouter des points internes dans les distances les plus importantes à franchir. Et puis après, une fois que vous aurez défini, et c'est l'objet de cette séquence, la matrice d'expérience, il faut caractériser les maillages, les mélanges définis par le maillage empirique, et enfin, chercher le meilleur modèle de description et le meilleur modèle prédictif à partir de ces résultats expérimentaux.
Alors, comment calculer les coordonnées des sommets? Eh bien, les sommets sont définis à partir de l'intersection des contraintes qui, je vous le rappelle, sont des plans d'équations L1 égale 0,5, L2 égale 0 et U2, par exemple, égale 0,5. C'est ce que vous voyez à l'écran. Les sommets sont matérialisés par des disques rouges. Eh bien, c'est l'intersection de traits rouges et de traits bleus. Et donc, on va calculer les intersections. Alors, pour calculer les intersections, bien, de manière générique, si vous avez plus de 3 constituants, fabriquez des tableaux. Combien faut-il fabriquer de tableaux? 3, parce qu'on a 3 constituants. Ces tableaux vont présenter 3 colonnes et vont présenter 2 puissance Q-1, donc 2 puissance 3 moins 1 ligne, soit 4 lignes. À l'intérieur de ces tableaux, vous allez remplir la grande majorité des cellules à partir des valeurs des contraintes. En choisissant par exemple les colonnes 1 et 2, vous allez écrire toutes les combinaisons que l'on peut faire à partir des facteurs 1 et 2, auxquels on associerait 2 modalités, contrainte inférieure, contrainte supérieure. C'est ce que j'ai renseigné à l'écran. Et une fois que vous aurez rempli les valeurs L1, L2, U1, U2, vous prendrez votre machine à calculer, si nécessaire, sinon vous ferez les calculs à la main, pour compléter la valeur de la colonne vide, ici x3, de telle sorte que la somme des valeurs respecte la contrainte relationnelle. Et ensuite, on filtrera pour voir si les intersections forment des sommets qui appartiennent au domaine ou forment une intersection qui est en dehors du domaine. Alors regardons ce qui se passe. Je remplace x1 par les valeurs correspondantes, je remplace x2 par les valeurs correspondantes, je prends mon crayon et ma machine à calculer pour remplir les cellules vides de telle sorte que la somme des proportions soit unitaire. La première cellule à remplir vaut 0,5 et je m'empresse immédiatement de vérifier si cette valeur calculée respecte les contraintes compatibles définies par les experts. Bien, vous voyez que 0,5 est plus grand que 0,15, donc ce ne sera pas un sommet. 0 est dans l'intervalle 0,015, au même titre que 0 ici, donc nous venons de définir deux sommets. Vous voyez qu'ici, on pourrait même s'affranchir de faire le calcul, puisqu'à l'avance, l'œil est capable de voir que la proportion sera négative. Donc ce premier tableau nous permet de générer deux sommets. À partir de là, réflexe méthodologique. Lorsque vous avez 3 constituants, 4 constituants, repérez où sont les sommets sur la figure et reportez les coordonnées de ces sommets dans un petit tableau, de telle sorte que chaque fois que vous allez définir un nouveau sommet, vous allez vérifier si ce sommet n'existe pas déjà. Pourquoi? Parce que cette méthode, qui est au demeurant très simple à mettre en œuvre, peut générer des doublons et en aucun cas il faut faire des répétitions systématiques sur ces doublons numériques. Passons au deuxième tableau. J'ai choisi pour remplir le deuxième tableau les colonnes 1 et 3. Les colonnes 1 et 3 vont être remplies à partir des contraintes inférieures et supérieures qui affectent les variations des proportions des constituants 1 et 3. Et ensuite, c'est ce que vous voyez là, eh bien, on prendra notre crayon, notre machine à calculer, pour calculer la valeur qu'il convient de donner à x2 pour que la somme soit unitaire, 0,5. 0,5, c'est bien dans l'intervalle 0,05 associé au constituant 2, mais c'est un doublon. Deuxième proportion 0,35. Ça appartient bien à l'intervalle 0,50%. Troisième, c'est 0, mais c'est aussi un doublon. Et dernière proportion négative. Donc je vous rappelle ici, à partir du petit post-it qui apparaît, que la méthode peut générer des doublons et auquel cas ne les reportez pas dans le tableau. Donc si on résume ce tableau 2, la première ligne est un doublon, la troisième ligne est un doublon, par contre la ligne 2 est un nouveau sommet que l'on va s'empresser de reporter dans le plan de la figure et dans le tableau récapitulatif des sommets. Il nous reste à remplir le dernier tableau. Toujours de la même manière, on isole ici deux colonnes. Ces deux colonnes, on les remplit à partir de toutes les combinaisons que l'on peut faire à l'aide des proportions et des contraintes inférieures et supérieures associées aux constituants 2 et 3. C'est ce que vous voyez à l'écran, CaO et Na2O. On prend sa machine à calculer, son crayon, et on calcule la valeur qu'il convient de donner à x1 ici pour que la somme soit unitaire et on vérifie si cette valeur respecte les contraintes données par
les experts. La première ligne, vous l'avez vu, était déjà apparue. La deuxième ligne est un nouveau sommet. La troisième ligne est un doublon. Et la dernière ligne ne respecte pas les contraintes des experts. Donc, bilan de l'opération, ce dernier tableau nous génère le quatrième sommet manquant, ou du moins les coordonnées du quatrième sommet manquant, c'est le sommet 4. Donc voilà comment on fait pour définir les coordonnées des sommets que l'on reporte dans un tableau. Alors, pour plus de lisibilité, on va travailler désormais, non pas dans ce simplex de hauteur unitaire, que l'on a ramené ici avec un petit polyèdre convexe dans sa partie inférieure, on va travailler dans le plus petit simplex L qui contient intégralement le domaine. Donc on va travailler dans un simplex de hauteur égale à 50%, de façon à avoir un petit peu plus de lisibilité. C'est ce que l'on appellera tout à l'heure les pseudo-constituants. Donc voilà à quoi ressemble de façon agrandie le domaine que vous venez de voir avec les 4 sommets que l'on a décrits et que vous voyez réapparaître dans le plan de la figure. Alors naturellement, 4 sommets, ce serait suffisant pour faire un modèle de degré 1, puisqu'il y a 3 coefficients à estimer. Dans un modèle de degré 2, je vous rappelle qu'il y a 6 coefficients à estimer, et donc vous n'avez pas fait suffisamment de mélange. Et donc l'idée qui est sous-jacente, c'est de compléter le maillage en rajoutant des mélanges qui couvrent le mieux le domaine, avec d'une part les milieux des arêtes comme on le verra, mais je vous invite tous à, dès cette étape, rajouter dans votre matrice d'expérience le centre du domaine qui, de façon plus rigoureuse, n'est que le centre des sommets. Alors, si vous voulez avoir de l'information sur le calcul du centre du domaine, vous pouvez vous reporter toujours à une publication de People qui a été très prolixe en termes de littérature sur les plans de mélange en 1983, mais nous nous contenterons ici de calculer le centre des sommets en faisant tout simplement la moyenne arithmétique des coordonnées des sommets. Les valeurs sont ici arrondies pour des problèmes de lisibilité et vous en découvrirez l'intégralité dans la matrice finale. Et donc je vous invite à faire absolument une expérience au centre du domaine, en particulier quand vous suspectez des notions de courbure. Il faut faire une expérience la plus éloignée des sommets et elle prendra un rôle important par la suite. Alors, où se situe-t-elle? Eh bien, la voilà, je l'ai appelée CDG. 5 expériences, ce n'est pas encore suffisant pour estimer au moins 6 paramètres. Donc, nous allons continuer le maillage par la méthode empirique en rajoutant les milieux des espaces tels que les arêtes. Et donc, on va calculer par la suite les centres d'arêtes. Avant ça, je vous invite à faire le graphe des distances. Je vous invite à faire un diagramme en bâton qui reporte la distance entre les sommets et le centre du domaine. C'est relativement facile à faire en utilisant le théorème de Pythagore et les coordonnées des mélanges correspondants pour s'apercevoir, et vous le vérifiez sur la figure, que les sommets 1 et 2 sont à la même distance du centre et que cette distance est plus grande que la distance entre les sommets 3 et 4 et le centre. C'est ce que vous voyez. Pourquoi faire ce genre de graphique? Tout simplement pour se dire que si l'on veut continuer à mailler le domaine, il faudra mailler les plus grandes distances. Et il peut arriver, ce n'est pas le cas dans cette figure, que votre domaine soit fortement anisotrope, vous avez pu le voir dans d'autres études de cas, et auquel cas il faudra systématiquement mailler l'axe entre le sommet qui est le plus éloigné et le centre du domaine. Une façon très simple de le faire, qui n'est hélas pas proposée dans les logiciels, mais que vous pouvez mettre en œuvre très facilement avec un tableur, c'est le graphe des distances. Alors que vous proposent les logiciels vous proposent de représenter le graphe des leviers. Alors, à la notion de levier que nous avons introduite dans la partie analyse statistique, sur laquelle on revient régulièrement dans les études de cas pour la qualité prédictive du modèle, un levier, c'est quoi? C'est quelque part la distance entre une expérience et le centre des autres expériences. Pour le moment, en tant qu'expérience, nous avons uniquement les sommets et le centre.
Et vous voyez ici sur cette figure générique que si vous vouliez faire un modèle, l'expérience qui possède la valeur la plus élevée de x va à elle seule tirer le modèle. Elle contribue énormément à l'orientation du modèle que vous voyez représenté par une droite rouge. Si vous venez à enlever cette expérience, vous voyez que le nuage de points qui est situé près de l'origine ne présente aucune tendance particulière. Et donc on va dire qu'une expérience i ici a un levier qui est très important. Et ces leviers, comment fait-on pour les calculer? Eh bien c'est tout simplement les termes diagonaux de la matrice H que vous voyez apparaître ici. Attention, utilisez le graphe des leviers comme graphe des distances à condition de travailler avec des modèles de degré 1. Donc si je prends comme matrice d'expérience la matrice définie à partir des 4 sommets, que j'utilise un modèle de degré 1 et que je fasse la matrice H, eh bien voilà à quoi ressemble le graphe des leviers. Vous voyez que les sommets 1 et 2 ont des leviers plus importants que les sommets 3 et 4, mais ces leviers sont égaux, tout simplement pour un problème de distance. Et puis, vous pouvez rapprocher ces deux graphiques et à de nombreuses reprises, dans les études de cas que nous parcourons, on s'aperçoit qu'il y a une similitude, une ressemblance entre le graphe des leviers et le graphe des distances. L'idée est de vous dire que si vous ne pouvez pas matérialiser le domaine expérimental sous une forme graphique, eh bien, dès que vous avez les coordonnées des sommets, soit vous faites le graphe des distances, soit vous faites le graphe des leviers pour voir s'il n'y a pas des leviers trop importants. Un levier trop important serait synonyme d'un éloignement important d'une expérience, donc d'un sommet, par rapport au centre des autres sommets. Voilà. Alors on reviendra sur le graphe des leviers lorsqu'on aura la matrice d'expérience complète. Comment définir le milieu d'une arête? Une arête, c'est toujours défini à partir de 2 sommets. Donc on va extraire du tableau récapitulatif des sommets 2 lignes. Pas n'importe lesquelles, on va extraire des lignes qui ont une coordonnée en commun. Par exemple, le sommet 1 a une coordonnée en commun, vous la voyez apparaître en rouge avec le sommet 2. Cette coordonnée appartient bien à l'ensemble des valeurs des contraintes. On prend sa machine à calculer ou on calcule de tête ici le milieu en faisant tout simplement la moyenne des points et vous avez défini le milieu de l'arête limité par les sommets 1 et 2. C'est ce que vous voyez apparaître sur la figure. On va faire 4 fois la même chose. Le sommet 3, vous voyez qu'il a une coordonnée en commun avec le sommet 4. Cette coordonnée appartient bien à l'ensemble des valeurs des contraintes explicites. On prend sa machine à calculer, les valeurs ont été arrondies pour des raisons de lisibilité, et on reporte sur la figure et dans un tableau récapitulatif le milieu de l'arête que j'ai noté à indice 0,2. On va continuer plus rapidement en associant le sommet 1 et le sommet 3. On va avoir une arête plus courte. Vous pourriez au fur et à mesure calculer les longueurs d'arête, au moins pour faire de la sélection des arêtes les plus longues. Voilà le milieu de l'arête que l'on vient de calculer. Et puis, le dernier milieu, l'arête va être définie à partir du sommet 2 et du sommet 4 qui ont en commun leur deuxième coordonnée. Une machine à calculer vous donne sans peine le milieu de l'arête qui va fabriquer un 4e mélange candidat dans cette séquence. Alors, où en sommes-nous maintenant? Nous avons à notre disposition un maillage qui est défini à partir de 4 sommets du centre, plus les 4 milieux d'arête. Alors, 4 et 4, 8 et 1, 9, ça y est, nous avons un nombre d'expériences plus grand que le nombre de coefficients du modèle à estimer. Je vous rappelle qu'il y a 6 coefficients à estimer. Alors, les auteurs ont considéré qu'il fallait rajouter des mélanges internes, et ce n'était pas une mauvaise solution si vous regardez la géométrie du domaine, et plutôt que de positionner traditionnellement, comme le font les logiciels, les mélanges internes à mi-distance entre le centre et les sommets, bien vous voyez qu'ils ont préféré ici positionner le mélange
les mélanges internes, il va y en avoir deux, entre le centre et les milieux des arêtes les plus petites. Il suffit de reporter pour calculer les coordonnées de ce point interne, les coordonnées du point A03 du centre, et puis de faire une moyenne pour obtenir ce point interne 1. Au même titre, on va avoir un point interne 2. Et voyez que c'est ça la méthode empirique. On n'a pas besoin de calculer, et j'insiste, de déterminants, de traces, de rapports de valeurs, d'eigenvalue, de valeurs propres. Il suffit de faire un dessin et à partir de grands bons sens paysans, eh bien, on va réussir à mailler convenablement le domaine expérimental, y compris en 1992. Il y avait des ordinateurs puisque cette publication date de 1992. Donc voilà quel est le maillage qui a été proposé par les auteurs. Qui plus est, les auteurs ont décidé de faire des répétitions pour avoir une idée de la variabilité de la réponse. Ils ne l'exploiteront pas trop dans cette publication. Ils ont décidé de répéter, donc de faire 2 fois les mesures pour les sommets 2 et 3, c'est ce que vous voyez grisé dans le plan de la figure, et 2 fois au centre. C'est typiquement sur l'axe de variation de la proportion du sol dans lequel on va faire de la vitrification in situ. Donc les répétitions suivant cet axe ne sont pas neutres d'un point de vue interprétation physique et besoin de l'étude. C'est ce que vous voyez dans la publication des auteurs. Les sommets n'ont pas été numérotés dans le même ordre, mais vous pouvez retrouver les proportions que nous avons vues. Et donc les 3 dernières lignes de ce tableau présentent les 3 répétitions qui ont été proposées par les auteurs. Alors en récapitulatif, combien de mélanges doit-on réaliser? Au moins 6 si l'on veut estimer la forme canonique du modèle de degré 2 que vous voyez à l'écran. Combien de mélanges doit-on réaliser? On en a réalisé 14. Alors vous allez dire c'est beaucoup par rapport à 6. Oui, mais c'est une façon de mailler aussi uniformément, ou pas trop mal, de manière satisfaisante, le domaine expérimental, en incluant des répétitions qui peuvent être utiles pour voir ce qui se passe le long de cet axe qui... Je vous rappelle que le sol, c'est le sol du laboratoire dans lequel on va faire un essai de vitrification in situ. Donc la répétition le long de cet axe n'est pas neutre. Une fois que vous avez défini ces 14 mélanges, ce que je vous suggère fortement de faire, c'est de faire le graphe des leviers à nouveau, intégrant les 14 mélanges. Le graphe des leviers, ce coup-ci, associé au modèle que vous pensez utile pour décrire la variation des résultats, à savoir un modèle de degré 2. Donc c'est ce que vous voyez ici, avec des bâtons rouges qui représentent les leviers des sommets, des bâtons bleus qui correspondent aux arêtes, le bâton rose qui correspond au centre, et puis les bâtons verts pour les points internes. Vous constatez toujours que les leviers ont des poids plus importants que les autres points. Mais pourquoi? Parce que les leviers des sommets, les sommets sont les points les plus éloignés du centre. Mais qu'est-ce que vous constatez aussi? C'est que lorsqu'on répète un sommet, eh bien on diminue sa contribution dans la fabrication du modèle, on diminue son poids quelque part, et donc c'est pour ça que le sommet 2 et le sommet 3, alors que dans le premier graphe des leviers que vous avez vu, le sommet 2 avait un levier égal au sommet 1 et le sommet 3 avait un levier égal au sommet 4, et bien ici, ces valeurs ont été divisées par 2, c'est ce que vous voyez à l'écran. Au même titre, le fait que A1 ait un levier important, ça correspond un petit peu à des longueurs d'arête. Bien, n'oubliez pas d'interpréter ce graphe des leviers. Pourquoi? Parce que les valeurs de ces leviers vont intervenir dans le calcul de la qualité prédictive du modèle. Et les leviers vont intervenir en tant qu'amplificateurs des écarts de description. On reviendra sur la formule que vous voyez apparaître à l'écran. Les valeurs des leviers, c'est H indice II qui apparaissent au dénominateur. Et dans l'espace numérique, les leviers varient entre 0 et 1. Donc un levier qui serait très proche de 1 amplifierait de façon très importante l'écart de description E indice I
pour le transformer en écart de prédiction. C'est ce que vous voyez à gauche du signe égal. Et par voie de conséquence, vous pourriez peut-être perdre la qualité prédictive de la modélisation. Donc les leviers varient entre 0 et 1, et si par cas un levier est égal à 1, ou si par cas un levier était égal à 1, ce qui peut arriver, eh bien vous ne pourriez plus calculer l'écart de prédiction. Pourquoi? Parce que, entre parenthèses, vous avez une forme indéterminée, 1 sur 0, et donc vous ne pourriez pas enlever cette expérience dans la construction d'un modèle pour la retrouver dans une phase de prédiction. Donc il faut que vos leviers soient les plus homogènes possibles et ne se rapprochent pas trop de la valeur 1, sans atteindre 1. Voilà le récapitulatif. Donc nous disposons maintenant, j'ai essayé de décrire comment on construit une matrice d'expérience de façon empirique. Vous voyez que les calculs ne sont pas très compliqués. Ils peuvent être aisément mis en œuvre en présence de 3, 4, parfois 5 constituants à la main. Et n'oubliez pas qu'en présence de 3 constituants, il est très utile de faire au fur et à mesure un graphique pour voir se construire le maillage dans le dessin et de caractériser, grâce au levier, les distances entre les sommets et le centre. Voilà. Des répétitions peuvent parfois être ajoutées dans les publications avec des justifications ici qui sont plutôt de nature physique que de nature statistique. Et donc puisque l'on dispose maintenant des 14 coordonnées de mélange à réaliser, eh bien on a fini la première partie qui consiste à arriver à la matrice d'expérience et on va basculer sur la deuxième partie de la présentation de cette étude de cas où, à partir des valeurs expérimentales, eh bien, on va essayer de comprendre ce qui se passe quant aux variations de viscosité, aux variations de conductivité électrique. Donc merci pour votre attention dans cette première partie et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la partie expérimentation et analyse. Donc à tout de suite.